Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, on va continuer notre travail de réinformation puisque je vais m'attaquer aux mensonges de la hausse du SMIC, comme si la hausse du SMIC allait être bénéfique aux Français. Je vais vous montrer que ce genre de mesure n'est attrayante que si on n'y connaît absolument rien en économie. Ce qui tombe bien parce qu'on parle de la France et si la France y connaissait quelque chose en économie, elle ne serait pas de gauche. Et puis on va continuer de discuter de la manière dont c'est possible de s'extraire de cette mascarade en investissant de la bonne manière. Mais d'abord, on va se faire un petit plaisir. Donc, les Français ont fait barrage et en faisant barrage, ils ont envoyé tout un tas de députés insoumis notamment absolument catastrophiques. Donc, je vais vous en montrer un exemple. On a un gars qui au demeurant a l'air sympa, donc un gars qui vient de la Grèvosphère puisqu'il est chômeur de train. Et il va nous expliquer comment ça se passe, quelle est sa mesure principale, et vous allez voir, c'est assez intéressant. Plus de services publics, il n'y a plus rien qui est accessible, et puis l'ouverture à la concurrence, la question de l'ouverture à la concurrence, notamment dans les transports en commun, où beaucoup sont tributaires de ces transports en commun, et aujourd'hui souffrent d'une désorganisation complète. Ouais, donc il y a un truc pour les transports en commun qui pourrait aider les gens. On paye les gens des transports publics pour qu'ils fassent grève un jour sur 3. Enfin, c'est pas que des grèves, hein. Vous avez les grèves, vous avez les arrêts maladie prolongés, vous avez tout un tas de raisons pour lesquelles ils bossent pas, mais on les paye pour que un jour sur 3, ils ne bossent pas. Et la glande est tellement systémique dans ce genre de bazar qu'on les paye même pour bosser. Si vous voulez, on leur donne des primes pour qu'ils bossent. c'est vraiment complètement fou. C'est un peu le même délire que dans les autres services publics. Vous voyez, la Poste, c'est pas exactement un service public, mais c'est possédé par l'État en grande partie, même peut-être complètement. Avant, la Poste, c'est vous payez un tarif standard, et puis votre courrier arrive le lendemain matin, là où vous avez décidé de l'envoyer. Aujourd'hui, la façon dont ça marche, c'est que vous devez payer une prime pour qu'ils fassent leur taf. Donc vous savez, les délires, ça va être livré en 24 heures, vous allez payer plus, à la base c'était l'idée quoi, et les délires aussi du type le recommander. Voilà, vous allez nous payer plus pour vous assurer qu'on va vraiment faire le travail. Enfin c'est complètement fou, mais si vous voulez, le public c'est ça. Quand vous mettez de l'argent public, ça crée ce genre de choses, et c'est pour ça que la dette de la France explose, c'est pour ça qu'on met de plus en plus d'argent dans ces conneries, et que le service rendu est de moins en moins bon. C'est parce que quand vous soumettez quelque chose à l'argent public, vous vous retrouvez avec des gens, ils sont éreintés, c'est oulala, qu'est-ce qu'on a bossé, et ces gens ne foutent jamais rien. Et après, ils se montent la tête en disant ouais, mais en fait, on bosse énormément, mais les méchants, c'est les patrons, etc. Les méchants, c'est le capital. C'est un cauchemar. C'est là-dedans que va votre fric. Et c'était déjà un cauchemar avant, mais vous allez voir que avec ce délire d'augmentation du SMIC, on n'est pas au bout de nos peines. Mais ça, c'est pas le délire, hein. Ça, c'est vraiment le discours gauchiste de base, mais vous allez voir qu'il y a une petite surprise. Une explosion des prix, et ça, il y a des solutions qui existent, notamment à travers la renationalisation de la SNCF. La SNCF est déjà possédée à 100% par l'État. Mais peut-être que 100% c'est pas le vrai communisme quoi. Si on veut aller au vrai communisme, il faudrait peut-être que l'État possède la SNCF à 150%, à 200%. C'est absolument délirant. Et donc le gars présente ça comme une solution. Et ça c'est vraiment la gauche. C'est la gauche arrive et ils vous sortent des trucs qui sont inefficaces ou qui existent déjà et ils vous disent ouais regardez j'ai une super mesure, on va renaliser un truc qui est déjà nationalisé. Et le plus fou dans cette histoire c'est que vous avez des gens qui ont une sensibilité de droite, qui ont donner leur vote à ces guignols parce qu'on leur a dit de faire barrage, parce que le système leur a dit de faire barrage, et on a ce qu'on mérite, et vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos peines parce qu'on va maintenant venir à cette fameuse mesure de l'augmentation obligatoire du SMIC. Vraiment, vous n'imaginez pas quelle souffrance c'est pour moi que d'écouter tous ces guignols, tous ces menteurs gauchistes, le fait de savoir qu'ils peuvent raconter leur baliverne avec nos impôts et que leur projet c'est de nous prendre encore plus d'impôts. Si je m'inflige tout ça, c'est pour vous les amis. C'est parce qu'en France, les créateurs de valeur ne sont pas reconnus, les créateurs de valeur ne sont pas représentés. Les gens qui bossent, les gens qui font des efforts se font systématiquement marcher dessus par ces clowns et par leurs clients, à savoir l'assistosphère et la grèvosphère, et vous connaissez leur plan. Leur plan, c'est de mettre les créateurs en esclavage en important des assistés de l'extérieur, en leur donnant immédiatement le droit de vote, en leur donnant immédiatement toutes les prestations sociales, et de nous faire bosser gratuitement pour eux. Parce que n'oubliez pas qu'en France, le jour de libération fiscale d'un créateur de valeur arrive en août. Tout le reste de l'année, vous bossez pour ces clowns et leurs clients. Quelles sont les premières mesures qu'il prend ?
Eh bien, Le SMIC à 1600 €. Alors, le SMIC à 1600 € parce que ça fait peur à tout le monde. Je rappelle que dans notre programme, nous avons un fonds d'aide pour les petites et moyennes entreprises, de sorte qu'elles ne supportent C'est pas. l'État qui aide Absolument, les entreprises. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle est quand même obligée de reconnaître que sa mesure est une connerie, que c'est une mesure qui ne boucle pas. Et quelle est la solution quand on prend une mesure qui va détruire de l'emploi? Et je vous démontrerai après par A plus B pourquoi cette mesure d'augmentation du SMIC est une erreur monumentale au plan économique. Donc quand on fait une bêtise avec l'argent des Français, qu'est-ce qu'on fait? On reprend plus d'argent des Français. C'est ça le truc de fou. C'est pour ça qu'on a tellement une mentalité dysfonctionnelle en France, c'est que quelqu'un peut se permettre de venir sur un plateau télé et de dire ok, ma mesure va coûter très cher, ma mesure ne va pas marcher, ne vous inquiétez pas, l'État va intervenir. Comme si les gens ne faisaient pas immédiatement la connexion du type ouais mais l'État c'est qui? Ça veut dire que nous allons mettre du fric, nous allons mettre plus de fric pour soutenir votre mesure qui marche pas. Donc c'est vraiment complètement fou. Compensera l'augmentation du SMIC. Après, il faut retrouver de l'argent dans les caisses de l'État quand même. Enfin bon. Oui, alors non, mais ça aussi, Bon, ça fait partie des chiffons rouges qu'on a affichés. Des chiffons rouges. Donc le fait de financer une mesure qui ne marche pas avec l'argent des Français, c'est un chiffon rouge qu'on a agité et elle peut s'en sortir avec ce genre de pirouette rhétorique, ce qui est encore une fois complètement fou. Quand est-ce qu'on se réveille les amis? C'est délirant. Que nous allions vider les caisses de l'État. Je rappelle que si nous regardons la situation en Espagne, qui est quand même très proche de celle que nous connaissons, ils ont eu un programme de gauche. Ils ont augmenté le SMIC de 45%. Nous, c'est de 16, de 14 même. Sauf que le SMIC en Espagne est encore en dessous du SMIC en France. Mais peu importe, l'économie est fondée sur un SMIC et qu'ils ont augmenté de 45%. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? Ça a eu comme effet de créer des emplois de CDI qui étaient mieux rémunérés et plus stables pour les personnes. Et ça a eu pour effet de relancer la croissance par le pouvoir d'achat des plus faibles. Moi, je ne suis pas fan de la croissance. Je touche 200 € de plus si vous arrivez au pouvoir. Quand? On va augmenter dans les mois qui suivent le pouvoir. Dans les mois, pas tout de suite, parce que Jean-Luc Mélenchon dit tout de suite. Dès le mois d'août. Donc c'est leur gros délire, c'est on oublie que leur raisonnement est bidon parce que c'est eux qui agitent un chiffon rouge. On va vous donner 200 € de plus. Regardez, je vais vous donner 200 € de plus, de l'argent magique en plus. Et c'est pour lutter contre ce populisme qu'il faut faire un travail un peu sérieux. Et je vais donc vous expliquer pourquoi cette mesure est absolument délirante. La première chose, c'est qu'on va revenir sur ce fameux miracle espagnol. Donc là, vous avez d'un côté la croissance économique et de l'autre côté vous avez le déficit budgétaire et ce qui se passe évidemment avec ce genre de mesures du type on va relancer l'économie en redonnant du pouvoir d'achat. D'ailleurs c'est faux, vous allez voir que ça va pas vous redonner de pouvoir d'achat cette hausse du SMIC, mais donc ce qui se passe c'est qu'on achète de la croissance à crédit et on se retrouve évidemment à un moment où le déficit devient supérieur à la croissance et le résultat de tout ça c'est que la dette publique espagnole a explosé. Évidemment qu'économiquement, ça ne boucle pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils hypothèquent l'avenir pour le présent et c'est ce que font les pays européens depuis trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'on est des gros fragiles et que dès que des glandeurs agitent une pancarte dans la rue, eh bien tout le monde se couche, tout le monde la ferme. Il ne doit donc pas faire bon être créateur de valeur en Espagne. Alors si on prend un petit peu de recul historique, et c'est ce qui va donc arriver à l'Espagne, c'est que le fait d'imposer une hausse du salaire minimum, ça se traduit par une hausse du chômage. C'est ce qui s'est passé quand Mitterrand l'avait fait. Mitterrand, j'arrive au pouvoir, hop, carnet de chèques, j'envoie de l'argent, etc. Donc il hausse massivement le SMIC, comme essaient de le faire les communistes du Front Populaire, et ça s'est traduit par une augmentation massive du chômage. Pourquoi? Donc vous avez plusieurs raisons qui expliquent ça, mais une des raisons qui explique ça, c'est que en France, le salaire minimum est déjà très élevé. Quand vous regardez le salaire minimum, donc là on parle en brut, on parle pas en net, eh bien vous voyez que la France est dans le top du top européen. Et là vous pourriez vous dire oui, mais l'Allemagne, oui, mais les Pays-Bas, oui, mais l'Irlande, oui, mais le Luxembourg. Demandez-vous quelle est la productivité de ces gens. Quelqu'un qui travaille au salaire minimum en France est-il aussi productif que quelqu'un qui travaille au salaire minimum en Allemagne, etc. Il ne faut pas juste regarder en se disant ouais c'est plus, c'est moins. La question c'est est-ce qu'un Français est capable de produire de la richesse? Est-ce qu'un Français est capable de produire de la valeur à l'échelle mondiale? Et ça c'est une vraie question et c'est le genre de question qu'il faudra commencer à se poser. Mais donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si dans un contexte où le salaire minimum est déjà élevé, on décrète comme ça, allez hop, hausse de 200 €? Ça veut dire que les employeurs vont être obligés d'augmenter le salaire minimum. Et ce que ça veut dire, c'est que vous allez niveler la productivité des entreprises vers le bas.
Pourquoi ? Parce que dans une entreprise comme partout, tous les employés ne font pas le même travail. Vous avez des employés qui font un travail qui apporte peu de valeur ajoutée, vous avez des employés qui apportent beaucoup de valeur ajoutée, et puis vous avez des employés qui sont des glandeurs et des employés qui sont un peu moins des glandeurs. Et donc votre objectif, si vous êtes chef d'entreprise, ça va être de récompenser, d'augmenter les salaires des gens qui apportent vraiment quelque chose à l'entreprise, et puis ceux qui n'apportent rien, vu que vous ne pouvez pas les virer, au moins vous ne les augmentez pas. C'est comme ça que vous pouvez vous retrouver avec des entreprises qui marchent un petit peu. Mais là, ce qui va se passer, c'est que vu qu'on va obliger les entreprises d'augmenter tout le monde, d'augmenter les personnes qui peut-être étaient les moins productives au sein des entreprises, ça va se répercuter sur le fait que les entreprises auront moins d'argent pour récompenser les bons, pour récompenser ceux qui apportent véritablement quelque chose. C'est donc une mesure qui va déprimer les bons travailleurs, qui va probablement contribuer à un exil des bons travailleurs et qui va tout niveler vers le bas, mais on sera content. On sera content parce qu'on pourra dire « Ouais, au moins nous, on a des échelles de salaire qui sont hyper réduites. Regardez, entre le premier de la classe et puis le dernier de la classe, il y a un tout petit écart. » C'est comme ça qu'on se retrouve avec des pays qui sombrent parce qu'on ne réalise pas que l'égalité, c'est du vol. Et il faut ajouter finalement que ce genre de mesure n'est pas de nature à régler le problème de la pauvreté, parce que les pauvres en France, leur problème, c'est qu'ils ne travaillent pas assez, c'est qu'ils ne font pas assez d'heures. Un pauvre, c'est quelqu'un qui ne travaille pas assez. La raison pour laquelle il ne travaille pas assez, à la limite, c'est son problème. Mais dans un pays communiste, ça devient le problème de tout le monde. Donc ce n'est pas parce que vous allez augmenter le salaire minimum que vous allez régler le problème principal en France, à savoir que vous avez des gens qui sont pauvres parce qu'ils ne travaillent pas assez. Dans le meilleur des cas, cette mesure va donc pouvoir financer un peu de croissance à crédit, mais de toute façon, sur le long terme, ce sera une catastrophe qui va contribuer à augmenter le chômage et qui va contribuer à diminuer la productivité des gens, parce que les entreprises auront beaucoup moins d'argent pour récompenser les meilleurs, et les meilleurs auront donc intérêt à lâcher le pied ou alors à se barrer. Ceci étant dit, on en vient à la partie réjouissante de la vidéo. Nous ne sommes pas tenus d'être esclaves de cette mascarade, et mon projet est donc de me casser à court terme. La manière dont je prépare ça, c'est que j'investis notamment dans des ETF, et je voudrais expliquer d'ailleurs pourquoi j'ai beaucoup d'ETF. Il y a des questions assez surprenantes qui arrivent, du type, est-ce que tu n'as pas peur que ça fasse doublon certains ETF? Alors déjà, les questions qui commencent par est-ce que tu n'as pas peur, faut vraiment arrêter avec ça. Toutes les questions, est-ce que tu n'as pas peur, posez-les à des influenceurs qui n'en ont pas autant entre les jambes. Mais pourquoi j'ai cette petite collection d'ETF? C'est pour pouvoir lisser le revenu que je reçois en dividende. Et pourquoi est-ce que je veux lisser le revenu que je reçois en dividende? Parce que ma stratégie, c'est de faire grandir ceci, la valeur hypothécaire de mon portefeuille. C'est-à-dire que quand vous êtes chez un courtier sérieux, vous êtes vraiment propriétaire de vos actions de la même manière que vous êtes vraiment propriétaire de votre maison. Et une maison, vous pouvez l'hypothéquer. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah voilà, donnez-moi de l'argent, je mets ma maison en collatéral, et si je ne peux pas rembourser, vous prenez ma maison. Eh bien, vous devez comprendre que quand vous êtes chez un courtier d'adultes, c'est la même chose. Vos actions et vos ETF ont une valeur hypothécaire, et ça, c'est donc de l'argent que je peux emprunter en 2 clics et que j'utiliserai pour financer mon projet immobilier. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un emprunt que vous pouvez rembourser tranquillement avec vos dividendes. Vous n'avez pas une date limite, vous avez seulement une limite de solvabilité, c'est-à-dire que vous avez un indice de santé financière, et si vous laissez trop courir votre dette, vous vous exposez au risque que votre courtier vende vos actions pour rembourser la dette. Et de toute façon, vous êtes averti avant ça, on vous dira, voilà, là, vous avez dépassé le seuil, il faut remettre de l'argent. Mais donc, c'est comme ça que je vais procéder. J'utiliserai cet argent pour avoir un apport, pour acheter ma résidence dans mon pays d'exil, et ensuite, j'hypothéquerai la propriété que j'achèterai à ce moment-là. Et mon objectif, c'est de tout rembourser avec les dividendes. Et c'est pour ça que je veux lisser mon revenu en dividendes. Et pour lisser mon revenu en dividendes, j'ai cette collection d'ETF. Et vous avez d'ailleurs un document que je mets à jour régulièrement, que vous pouvez télécharger sur la page Patreon, où je vous montre quels ETF payent quel mois pour pouvoir ainsi lisser votre revenu en dividende. Et donc évidemment, si votre objectif c'est de rester toute votre vie en France, vous pouvez décider d'investir dans des ETF capitalisants, mais moi mon objectif c'est d'avoir de la visibilité sur le revenu que va me dégager mon portefeuille, parce que l'objectif c'est que ce portefeuille me verse effectivement un revenu. Et donc l'objectif que je vise, c'est d'atteindre les 2000 € par mois en revenu
de mes investissements. Et donc là, vous avez le tableau qui reprend à la fois les dividendes que je touche mois après mois, et vous avez également les rentes que je reçois chez Realty. Et Realty, c'est de l'immobilier tokenisé, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, mais ça a le même intérêt que d'investir chez un courtier comme DeGiro, c'est que les parties de propriété que j'achète, outre le fait qu'elles me versent des loyers tous les lundis, je peux hypothéquer ces propriétés, et donc j'hypothéquerai également mon portefeuille Realty pour avoir cet apport qui me permettra d'amorcer l'achat de ma résidence. Donc là, à ce stade, au mois de juin, j'ai touché 622 € de revenus passifs, et donc l'objectif, ça va être de faire grandir ça très rapidement. C'est à ça que je travaille, c'est pour ça que j'ai créé un side business, c'est pour ça que je crée du contenu, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, et je vous encourage vivement à en faire de même. Si vous voulez progresser là-dessus, vous savez que vous avez cette vidéo le lien vers mon cercle des orateurs, et ça, une fois par mois, je vous envoie une série d'articles qui vous permet d'apprendre à créer du contenu efficace et à bien le monétiser. Pour le reste, je continuerai à documenter mon parcours sur cette chaîne. N'hésitez pas à poser des questions, mais arrêtez avec les questions de fiscalité, en fait ça me fatigue. Moi j'ai mes conseillers fiscaux, ils s'occupent de ça pour moi, et donc si vous voulez du conseil fiscal, soit vous payez quelqu'un pour vous en donner, soit vous créez une chaîne YouTube où vous répondez aux questions des gens sur la fiscalité. Pour le reste, je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez construire votre liberté financière, il faut le faire avec un bon partenaire, et ce courtier DeGiro en est un, et vous savez que vous avez comme d'habitude mon lien affilié de cette vidéo, et ce lien affilié vous permettra de bénéficier de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir en première position de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.